tous et bienvenue sur le plateau de Cardio Online pour ces JESFC 2022. Je suis Charles Gadancia, cardiologue à Dijon et j'ai le plaisir d'accueillir ici Clémence Doc, cardiologue à Lille, qui va nous parler de la prise en charge du patient atteint d'un QT long asymptomatique. Bonjour Charles. Alors bienvenue Clémence. Tout d'abord, la première question, c'est ces QT long asymptomatiques, est-ce que c'est fréquent ? Alors le syndrome du QT long congénital, c'est la canalopathie la plus fréquente. Elle concerne une naissance sur 2000 à 2500. Et le contexte de dépistage, actuellement, on a à peu près 3/4 des patients qui sont dépistés dans un contexte familial de génotypage ou bien dans un contexte d'ECG systématique, par exemple pour la pratique du sport. Et cette pathologie fréquente, finalement, comment on va arriver à la diagnostiquer de manière formelle? Parce que c'est toujours la question qui se pose. Est-ce qu'on a, quand on a un QT un petit peu limite, comment on tranche entre patient qui a réellement un QT long et patient qui n'en a pas? Alors, les recommandations nous donnent trois éléments pour faire le diagnostic. Soit un QT allongé supérieur à 480 millisecondes en dehors de circonstances aiguës favorisant l'allongement du QT. Soit un score de Schwartz supérieur à 3 qui comprend à la fois des éléments ECG, allongement du QT et anomalie de morphologie de l'onde-T, des éléments cliniques comme une syncope mais qui ne concernera pas du coup le patient asymptomatique, et des éléments familiaux. La dernière façon de faire le diagnostic, c'est d'avoir un génotypage positif d'une mutation identifiée comme pathogène, même dans un cas de patient asymptomatique. Une fois que ce patient il a été diagnostiqué porteur d'un QT long asymptomatique, quelle prise en charge on peut lui proposer pour la suite ? Alors, il faut lui demander d'éviter tous les médicaments qui allongent le QT, dont la liste est mise à jour sur le site crediblemeds.org. Il faut lui demander d'éviter les circonstances qui lui provoqueraient des anomalies hydroélectrolytiques et également les circonstances favorisantes des arythmies ventriculaires, alors qui sont un peu différentes selon le génotype, par exemple la natation dans le LQT1 ou le bruit dans le LQT2. Il faut ensuite proposer à tous les patients asymptomatiques, et quelle que soit la longueur du QT, un traitement par bêta-bloquant. Même s'il n'y a pas de preuve scientifique formelle, il y a un consensus d'experts autour du nadolol comme molécule. Et il faut également penser à dépister les apparentés au premier degré dans la famille, leur proposer un génotypage. Et en parlant des modifications du style de vie, une question qui revient quand même relativement souvent, d'ailleurs quelles que soient les pathologies, c'est la possibilité de faire de l'exercice physique ou de l'exercice de compétition. Est-ce qu'on a des recommandations sur ce sujet ? Oui, d'autant plus qu'avec les dépistages familiaux, il y a de plus en plus de patients génotypés asymptomatiques et jeunes. Alors la question est débattue, notamment entre les Européens et les Américains. Les Européens ont une position un peu plus restrictive de contre-indication de la pratique en compétition. Les Américains, depuis des cohortes d'athlètes qui n'ont pas fait d'événements, alors qu'ils étaient génotypes plus et asymptomatiques, et aussi du fait du paysage un peu différent avec beaucoup de dépistés asymptomatiques, ils sont un peu plus permissifs et ils autorisent la pratique en compétition, mais avec vraiment des précautions comme un plan sportif personnalisé pour l'athlète, l'acquisition d'un défibrillateur automatique personnel et puis toutes les règles d'hygiène dont on a déjà parlé, d'hygiène de vie. Plus restrictif en Europe pour le moment, oui. On attend peut-être une évolution. Peut-être. Merci beaucoup Clémence. Merci Charles.